Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui est assez fondamentale, je trouve. C'est qu'est-ce qui fait qu'un bébé humain, en quelques années à peine, devient capable de construire des mondes imaginaires, de débattre de justice, D'apprendre à coder même. exactement, alors que son cousin le plus proche, le chimpanzé, qui est pourtant, on le sait, très intelligent, eh bien lui, il ne prend jamais ce chemin. Jamais. On pense souvent que c'est le langage ou la taille du cerveau. Oui, les suspects habituels. Voilà. Mais si la véritable étincelle, en fait, se trouvait ailleurs, si tous jouaient dans notre capacité presque magique à créer un nous. Pour explorer cette idée, on va se plonger aujourd'hui dans une source vraiment de référence, le livre Becoming Human de Michael Tomasello. C'est ça. Et il y défend une thèse vraiment puissante. Le développement de chaque enfant est en fait un miroir, mais en accéléré, de l'évolution de la coopération dans notre espèce. Et c'est cette thèse qu'on va essayer de décortiquer. Absolument. L'idée centrale de Tomasello, c'est ce qu'il appelle l'intentionnalité partagée. Le terme a l'air un peu technique comme ça, Un peu, oui. mais en fait c'est assez simple. C'est juste la capacité de former une perspective commune, un nous psychologique, avec des buts et des connaissances qu'on a en commun. C'est ça notre secret. D'accord. Et pour bien saisir la force de cette idée, on va suivre le chemin qu'il nous propose. D'abord, on va faire un saut dans notre passé lointain, voir comment cette capacité a émergé en deux grandes étapes. Et ensuite, on verra comment ce scénario se rejoue de manière assez stupéfiante chez chaque enfant qui naît aujourd'hui. C'est ça, un voyage de 6 millions d'années en quelques minutes. Alors, partons de la case départ. Il y a 6 millions d'années. Notre ancêtre commun avec les chimpanzés. Si on pouvait sonder son esprit, qu'est-ce qu'on y trouverait? On y trouverait ce que Tomasello nomme l'intentionnalité individuelle. Et il faut être très clair là-dessus. Les grands singes sont des penseurs brillants. Ah oui, on ne part pas de rien. Loin de là. Ils comprennent la causalité, ils utilisent des outils, ils ont des stratégies sociales très complexes, souvent pour la compétition. Ce sont de fins calculateurs. Mais le point crucial, c'est qu'ils fonctionnent en mode jeu. En mode jeu. Oui, leur monde mental est centré sur leur propre but, leur propre plan. Les autres sont soit des concurrents, soit au mieux des outils pour arriver à leur fin. Donc un esprit très efficace, mais fondamentalement solitaire, même au milieu d'un groupe. Le stratège qui joue sa propre partie d'échec, en quelque sorte. C'est une excellente image. Qu'est-ce qui a bien pu nous faire dévier de cette trajectoire darwinien? Probablement un changement climatique. Il y a environ 400 000 ans, un bouleversement écologique a rendu la recherche de nourriture beaucoup plus difficile. Pour les premiers humains, chasser du gros gibier, ce n'était plus possible en solo. La collaboration est devenue obligatoire. Exactement. Plus une option, mais une question de survie. Et c'est là qu'émerge la première grande innovation, l'intentionnalité conjointe. L'interdépendance forcée. Si je ne coopère pas, je ne mange pas. Ça doit changer radicalement la psychologie, ça. Mais c'est une révolution totale. On passe d'un monde de compétition à un monde où mon succès dépend directement de celui de mon partenaire. C'est ça, on passe du jeu à un nous, à deux. Un nous dyadique. Pour la toute première fois, deux individus peuvent former un but commun. Pas juste « je veux l'antilope et toi aussi ». Non, c'est « nous voulons l'antilope ensemble ». Et ça, j'imagine, ça débloque plein de nouvelles compétences. Des compétences complètement nouvelles, oui. Des choses qui nous semblent évidentes aujourd'hui mais qui n'existent pas chez les autres grands singes. Comme le fait de pointer du doigt, par exemple. Ça paraît si simple. C'est l'exemple parfait. Un chimpanzé peut tendre la main pour quémander, mais il ne pointera jamais du doigt un serpent juste pour informer son congénère d'un danger. Ou un arbre plein de fruits pour l'aider. Jamais. Ce geste de pointage informatif repose sur une logique toute nouvelle. Je veux que tu saches quelque chose qui est utile pour notre but commun. C'est le début de la communication vraiment coopérative, et avec elle, l'attention conjointe. C'est-à-dire? La capacité de savoir que nous regardons la même chose au même moment et qu'on sait tous les deux qu'on est en train de le faire. Attendez, ça veut dire que c'est aussi là qu'on devient capable de penser à ce que l'autre pense? Le fameux « je sais que tu sais que je sais ». Exactement, ce sont les inférences récursives. Pour que mon geste vers une pierre ait un sens, il faut que je sache que tu sais que nous cherchons tous les deux une pierre. Cette lecture mutuelle des esprits devient la nouvelle norme. D'accord, donc on a cette coopération à deux, c'est un progrès énorme, mais ça semble encore fragile, non? Qu'est-ce qui se passe quand un troisième individu arrive? Comment on passe de la collaboration à la société? C'est la question clé. Et elle nous mène à la deuxième grande transition, il y a environ 150 000 ans. Le contexte change encore. Les groupes humains deviennent plus grands, plus nombreux, et ils entrent en compétition les uns avec les autres. Le défi n'est plus seulement de s'entendre avec un partenaire. Non, le défi c'est d'assurer la cohésion d'un groupe entier, d'une tribu.
Le nous doit s'élargir. Et devenir plus abstrait, j'imagine. Plus abstrait et plus impersonnel. C'est l'émergence de ce que Tomasello appelle l'intentionnalité collective. Le nous n'est plus seulement toi et moi, ici et maintenant. C'est nous, les membres de ce groupe. Voilà. C'est la naissance de l'esprit de groupe, de la culture au sens propre. Les choses ne se font plus juste parce que c'est efficace, mais parce que c'est comme ça qu'on fait les choses chez nous. Ah, et c'est là qu'apparaissent les normes sociales, les conventions. L'idée qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire les choses. Précisément. Et avec ça, une nouvelle psychologie. Le conformisme devient une stratégie adaptative. Pour être accepté, je dois faire comme les autres. L'enseignement actif apparaît. Les aînés montrent activement la bonne façon de faire. Et la culture devient cumulative. C'est ce fameux effet de cliquet. Tout à fait. Une invention est adoptée par le groupe, conservée, et la génération suivante peut l'améliorer sans repartir de zéro. Et la morale aussi se transforme. Ce n'est plus juste une question d'équité entre partenaires, ça devient un système de règles, de bien et de mal, qui s'applique à tout le monde dans le groupe. Ce parallèle est frappant. On a vraiment l'impression de voir des millions d'années d'évolution se rejouer en accéléré dans le salon. Comment ça commence concrètement pour un bébé? Eh bien, pas à la naissance. Tomasello soutient qu'un nouveau-né a des compétences sociales assez proches finalement de celles des autres grands singes. Il peut suivre un regard, il a des émotions. Mais il n'est pas encore dans le nous. Pas encore. La grande bascule, le premier saut dans le temps évolutif, ça se passe autour de son premier anniversaire. C'est ce qu'on appelle la révolution des 9 mois. La révolution des 9 mois. Qu'est-ce qui se passe de si révolutionnaire? Avant cet âge, l'interaction du bébé est surtout en face à face, lui et son parent. Mais vers 9-12 mois, un troisième élément fait irruption, un objet. L'interaction devient triadique. C'est-à-dire? Le bébé ne regarde plus seulement sa mère, puis le jouet. Il regarde le jouet, puis sa mère, puis de nouveau le jouet, pour vérifier qu'elle regarde bien la même chose que lui. C'est l'éclosion de l'attention conjointe. Ils entrent dans un monde mental partagé. Et c'est là que ce fameux geste de pointer du doigt prend une toute nouvelle dimension. Absolument. Il ne pointe plus seulement pour demander « donne-moi ça », il commence à pointer pour dire « regarde ça ». Il pointe un oiseau dans le jardin, non pas parce qu'il veut l'attraper. Mais juste pour partager son excitation. Exactement. C'est une motivation purement sociale, un désir de créer une connexion. C'est quelque chose qu'aucun chimpanzé ne fait spontanément. C'est incroyable, ça me fait penser à tous les parents qui disent « il voulait juste me montrer ». Ce n'est pas de l'anthropomorphisme, c'est littéralement ça, c'est une demande de connexion. Il y a une étude de Liskowski qui le montre magnifiquement. On met des bébés de 12 mois face à un événement surprenant. Il le pointe du doigt pour un adulte. Oui. Dans un cas, l'adulte regarde l'événement, mais sans réagir. Dans un autre, il sourit au bébé, mais sans regarder l'événement. Eh bien, dans les deux cas, le bébé est insatisfait. Il continue de pointer. Il n'est content que lorsque l'adulte fait les deux. C'est ça, quand l'adulte regarde l'événement et se retourne vers lui pour partager l'émotion. Le but n'est pas juste de diriger le regard, c'est de s'assurer qu'ils sont sur la même longueur d'onde. C'est fascinant. Mais comment est-on sûr que ce n'est pas juste le bébé qui devient plus intelligent de manière générale et que cette compétence sociale n'est qu'un effet de bord? C'est une très bonne question, mais les études comparatives avec les grands singes montrent que non. À cet âge, sur des tâches cognitives purement physiques, un bébé humain et un jeune chimpanzé ont des performances assez similaires. D'accord. C'est vraiment dans le domaine de la cognition sociale, de la lecture des intentions coopératives, que les bébés humains prennent une avance spectaculaire. C'est une compétence spécifique qui se débloque. Comment passe-t-il à l'étape d'après, celle de l'esprit de groupe, de la culture? Cette transition, elle, se joue autour de l'âge de 3 ans. C'est là que l'enfant commence à intégrer l'intentionnalité collective. Cognitivement, il fait un pas de plus. Il ne comprend plus seulement sa perspective ou celle de son partenaire. Il commence à saisir qu'il y a une perspective objective, celle du groupe. Voilà, une façon conventionnelle, impersonnelle, correcte de faire les choses. Et j'imagine que socialement, les conséquences sont... Énorme. Et parfois un peu exaspérante pour les parents d'ailleurs. L'enfant ne se contente plus d'apprendre les règles, il devient un petit policier des normes. Ah oui? On lui apprend un nouveau jeu avec des règles. Puis, une marionnette arrive et se met à jouer n'importe comment. La réaction de l'enfant est immédiate. Il proteste et surtout, il utilise un langage normatif. Il va dire non, ça se fait pas comme ça. C'est exactement ça. Il faut mettre le bloc bleu d'abord. Il n'invoque pas ses préférences personnelles, il invoque une règle extérieure qui s'applique à tous.
il est devenu le gardien des conventions du groupe. C'est la naissance de la morale de groupe. La source mentionne aussi une étude sur le partage qui est très très révélatrice. Oui, l'étude de Hamann, elle est fondamentale. On met 2 enfants de 3 ans face à un tas de bonbons. Dans un scénario, les bonbons apparaissent comme par magie. Dans le général, celui qui est le plus proche s'en empare et le partage est très inégal. D'accord. Mais dans le second scénario, pour obtenir les mêmes bonbons, les 2 enfants doivent collaborer, tirer ensemble sur une corde, par exemple. Et là, une fois qu'ils ont les bonbons, Là, dans la grande majorité des cas, ils les partagent de manière parfaitement équitable. ce n'est donc pas une morale abstraite du type « il faut toujours partager ». C'est une morale très concrète. On a travaillé ensemble, donc on partage les fruits de ce travail. Précisément. Le sens de l'équité à cet âge est directement lié à l'expérience de la collaboration. C'est une morale de l'engagement mutuel. Et c'est une différence majeure avec les chimpanzés, qui, eux, ne partagent jamais équitablement, qu'ils aient collaboré ou non. Et après 3 ans, l'enfant navigue donc dans ces 2 mondes sociaux. Oui, le monde vertical, avec les adultes, où il reçoit la culture, et le monde horizontal, avec les pairs, où il apprend à négocier et à raisonner entre égaux. Bon, si on essaie de reprendre le fil de tout ça, quelle est l'idée vraiment centrale qu'on doit retenir de cette théorie? L'idée centrale, c'est que ce qui nous rend humains n'est pas une seule chose, comme un gros cerveau ou la syntaxe. C'est plutôt un kit d'outils socio-cognitifs. Un ensemble de compétences. Oui, interdépendantes, et qui sont toutes au service de la coopération. Et ce kit est fondé sur cette capacité unique d'intentionnalité partagée. La théorie de Tomasello montre que ça n'apparaît pas d'un coup. Ça se déploie par étapes très claires chez l'enfant. Le faisant passer d'un état proche de celui d'un grand singe à un être pleinement culturel. C'est une vision assez radicale. Ça veut dire que notre intelligence n'est pas la cause de notre vie sociale complexe, mais plutôt sa conséquence. C'est exactement ça. Notre pensée elle-même est une forme de dialogue intérieur. C'est-à-dire? Dans cette perspective, la pensée humaine est une collaboration qu'on a intériorisée. Quand on réfléchit, on pèse le pour et le contre, on adopte différents points de vue. C'est une discussion avec soi-même qui mime les discussions qu'on a avec les autres. La communication, ce n'est plus juste un outil pour obtenir ce qu'on veut. Non, c'est un processus pour construire un terrain d'entente. Et la morale, elle, dépasse la simple empathie. Elle est fondée sur des notions d'engagement, d'équité et de respect des normes du groupe. Et ce qui est frappant, c'est que ce parcours de développement a l'air universel. Est-ce que ça varie beaucoup en fonction des cultures? Moins qu'on pourrait le croire. Surtout pour les premières étapes. La révolution des 9 mois, l'émergence de l'intentionnalité conjointe, ça se produit à peu près au même âge dans toutes les cultures étudiées. Ce qui suggère une forte base biologique. Oui, une maturation programmée. En revanche, la manière dont l'intentionnalité collective se développe après 3 ans, ça, c'est bien plus influencé par les normes spécifiques de la culture où l'enfant grandit. Mais la capacité fondamentale à penser en tant que membre d'un groupe, elle, reste un héritage universel de notre espèce. En conclusion, ce que nous raconte cette source, c'est finalement l'histoire d'une petite étincelle coopérative. Une étincelle née par nécessité il y a des centaines de milliers d'années et qui s'allume encore aujourd'hui en chaque enfant. Tout à fait. Et ça nous amène à voir nos plus grandes réalisations, nos villes, notre science, nos institutions, non pas comme les œuvres de génie solitaires, mais comme les produits de cette capacité fondamentale à mettre nos têtes ensemble. C'est la victoire du nous sur le jeu. C'est une belle façon de le dire. Pour laisser matière à réflexion, l'un des penseurs qui a beaucoup influencé ses travaux, Jean Piaget, avait une idée assez provocatrice. Mhm. Il soutenait que le véritable développement moral et rationnel, celui qui mène à l'autonomie, ne vient pas de l'instruction verticale des adultes, ça enseigne surtout la conformité, D'accord. D'où vient-il alors? il viendrait plutôt de la négociation horizontale entre pairs, entre égaux. C'est là qu'on apprend à argumenter, à se décentrer, à construire des règles justes. C'est intéressant. Et si Piaget a raison, on peut se poser la question, dans un monde où les interactions des enfants sont de plus en plus structurées, encadrées, supervisées par les adultes, quelles pourraient être les conséquences à long terme si on réduit cet espace crucial de négociation libre, parfois chaotique, mais peut-être essentiel, entre égaux?